Bienvenue dans notre rubrique Aéronautique et Marine présentée par Catherine Loubet. Aujourd'hui, nous fêtons un centenaire, celui du musée de l'air et de l'espace qui se trouve au Bourget. Grâce à notre invité, nous allons découvrir toute l'histoire depuis la création de ce musée. Notre invité donc est monsieur Jean-Emmanuel Terrier, historien du musée, et nous sommes allés le rencontrer directement dans les halls du musée. Alors nous nous trouvons actuellement au Bourget, où en fait nous nous trouvons lors du meeting de l'air et de l'espace international, le SIAE, au Bourget, qui a lieu tous les 2 ans. Et cette émission aujourd'hui est plus exactement portée sur le centenaire du musée de l'air et de l'espace du Bourget. Même si cette émission est retransmise peut-être un peu plus tard, parce que nous sommes au mois de juin actuellement, nous avons la chance d'avoir un invité à nos côtés, et qui est monsieur Jean-Emmanuel Terrier, et qui est historien, et qui nous reçoit dans un des halls du musée de l'air et de l'espace. Il va nous parler de ce musée, mais pas que. Monsieur Jean-Emmanuel Terrier, bonjour. Eh bien bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Donc je suis historien de formation, donc il y a déjà quelques années. Je fais des études d'histoire, donc à Paris 4 Sorbonne, donc je fais une licence d'histoire, une maîtrise d'histoire, et puis après un DEA d'histoire des techniques. Donc nous sommes un musée d'histoire des techniques, donc tout ça est très cohérent. Et puis il y a quelques années, en 2012, j'ai eu l'occasion d'intégrer ce magnifique musée. Donc initialement pour m'occuper du développement des publics, j'étais plus sur l'aspect marketing, communication du musée. C'est une formation que j'ai pu faire après mes études d'histoire. Voilà, j'ai fait deux formations. Donc finalement je me suis occupé pendant un temps de faire du marketing dans un musée d'histoire des techniques. Donc ça correspondait parfaitement à ce que j'avais fait, on va dire, dans mes études. Et puis depuis le début 2019, suite à l'arrivée de notre nouvelle directrice, Anne-Catherine Obergusten, donc en 2018, je m'occupe un peu plus d'histoire. Voilà, donc on développe l'histoire au musée. Donc comme je suis historien, dans le cadre un peu des nouvelles affectations des uns et des autres, et bien maintenant je suis à nouveau dans ma fonction d'origine d'historien. C'est une chance de faire ça dans un musée centenaire, effectivement, créé en 1919, ce bel établissement qui connaît actuellement de grands travaux de réhabilitation, et en fin d'année, donc fin 2019, nous allons ouvrir au public la grande galerie, l'aérogare historique Labro, de Georges Labro, donc l'architecte de ce bâtiment des années 30. Donc on va rouvrir ce site au public après quelques années de travaux. Alors justement, au départ, vous disiez que vous étiez plutôt proche de la technique des transports et terrestres. Oui, effectivement. Alors en fait, mon domaine de prédilection à l'origine, quand j'étais à Paris 4 Sorbonne, puis même après, c'est l'histoire des chemins de fer. Mon domaine, c'est ça. Donc l'histoire des transports en Ile-de-France, notamment, transport terrestre. Mais le chemin de fer, effectivement, est né plutôt au 19e siècle. L'aéronautique, c'est plutôt le 20e siècle. Mais il y a des traits communs, notamment les gares. Moi, c'est les gares qui m'ont beaucoup intéressé. Et les aéroports, ça m'a toujours intéressé. C'est un peu la même chose, c'est une gestion de flux, c'est pas les mêmes modes de transport, mais en fait, c'est un peu la même dynamique. Vous accueillez des voyageurs, voire des marchandises, ces braves gens viennent pour prendre un avion, un train, c'est un peu pas la même logique finalement. Et vous avez même, dans certains aéroports, vous avez des gares. Voilà, à Roissy-Charles de Gaulle, vous avez le TGV, vous avez le RER et l'avion. Donc il y a tout ce qui me plaît. Et donc là, c'est aérogare. Aérogare, c'est ça, voilà, c'est ça. Au début, on parlait même de port aérien. Le premier terme au Bourget, c'est le port aérien. Quand en 1919, les premiers vols commerciaux sont lancés du Bourget, on parle du port aérien du Bourget. Le mot aéroport, il arrive un peu plus tard. Alors justement, on va reparler de la création de ce musée. Vous parlez de 1919. En effet, c'est au sortir finalement de la Première Guerre que ce musée progressivement s'est créé, mais pas ici au Bourget. Non, on est d'accord. La création du musée, alors l'idée de créer un musée, c'est très ancien. Voilà, oui. C'est 1857. Oui, c'est Jules-François Dupuy, c'était un aérostier, donc à l'époque de l'aérostation, avant les avions. Et ce monsieur dit qu'il faudrait créer un conservatoire, tous les objets de l'aérostation, pour notamment les ingénieurs, pour comprendre ce que les prédécesseurs ont fait. Et puis il faut attendre 1918, donc fin 1918, il y a quelqu'un qui va être essentiel, qui s'appelle Albert Cacot. Albert Cacot, c'est un ingénieur, c'est un militaire. Donc pendant la guerre, il était directeur de la section technique aéronautique militaire. Et en décembre 1918, il a écrit au ministre de la guerre de l'époque pour dire voilà, il faudrait conserver tous ces avions que nous avons développés pendant la Première Guerre mondiale. Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, l'aviation, c'est plutôt un sport. Puis malheureusement,
La guerre fait que... Et les guerres, c'est malheureusement l'idéal pour développer des techniques nouvelles. Et donc l'aviation se développe énormément pendant la guerre. Et donc Albert Caquot dit il faut conserver tout ça, la mémoire de tout ça. Début décembre 18, il écrit au ministre de la guerre. Et le 26 décembre 18, le secrétaire d'État, Paul D., dit très bien, on va faire un conservatoire de l'aéronautique. La rapidité quand même de la décision. Oui, en effet. Début décembre 18, il y a la demande d'Albert Caquot. Et fin décembre 18, l'État a dit d'accord. Bravo. Voilà. Et donc là, c'est donc en conservatoire, c'était des avions, en fait tout ce qui pouvait concerner donc les premiers essais, les premières techniques. Exactement. Donc l'idée, ça va faire ce conservatoire où on va garder les avions de la guerre de 14 et puis tout ce qu'il y a avant. Évidemment, les choses ne sont pas aussi simples. Entre la décision de l'État, c'est très bien, on va faire un musée, un conservatoire, donc il y a décision de principe, et puis il y a la réalité, la réalisation. Donc c'est un peu plus compliqué. Albert Caquot imagine de créer donc ce conservatoire au niveau de l'actuelle rue Cognac-Jay, à Paris, dans le 7e arrondissement. Cette rue est connue maintenant parce que l'ORTF, tous les studios de télévision, la télévision française est née, rue Cognac-Jay. Il y a encore quelques activités d'ailleurs là-bas, rue Cognac-Jay. Mais à l'époque, il n'y a pas du tout la télévision. Il y a un parc d'attractions qui s'appelle Magic City. Ah bon? Et Albert Caquot lorgne un peu sur ce terrain, parce qu'il considère que Magic City c'est bien, mais enfin c'est pas intéressant. Donc autant faire un musée, un conservatoire dans Paris, près des Invalides. Évidemment, ce projet est très intéressant, mais il coûte cher. Donc l'État a dit oui, c'est un peu cher votre affaire finalement. Donc dès le mois de février 19, on voit oui, non, faut faire autre chose, quelque chose de plus simple. Ça coûte, je crois, 25 millions de francs à l'époque, donc un gros projet. Et finalement, on se décide plutôt vers un hangar à construire à Issy-les-Moulineaux, donc pas très loin, pas dans Paris. Là encore, ça se heurte à des problèmes financiers. Et finalement, on s'oriente un peu, pas en catastrophe, mais en tout cas, on prend ce qu'il y a, un hangar des frères Voisin. Donc Gabriel Voisin possède un hangar à Issy-les-Moulineaux. Il doit servir à autre chose à terme. En attendant, on va mettre les premières collections de notre futur musée de l'air et de l'espace. Voilà. Et puis, donc fin 1919, lors du salon du Bourget de l'époque, il n'y a pas de salon du Bourget, mais il y a le salon de la locomotion aérienne qui est l'ancêtre du salon du Bourget. Donc en 1919, les collections du musée, qui n'existe pas encore vraiment, le musée, les collections de ce conservatoire sont exposées à ce fameux salon de la locomotion aérienne. Donc en décembre 1919, les visiteurs du salon, qui est au Grand Palais, voilà, c'est le Grand Palais, à l'époque on est au Grand Palais, avant la guerre on est au Grand Palais, sont exposées, les premières collections elles sont exposées au Grand Palais. Mais on expose les premières collections, réunies depuis le début 1919, donc ça reste limité, attention, c'est vraiment c'est l'amorce. Et puis donc il y a un souci avec le hangar d'Issy-les-Moulineaux, parce qu'il est en zone inondable, il est en bord de Seine. Alors évidemment le problème c'est qu'il y a des crues, et en catastrophe, il faut déplacer les collections et elles vont s'installer à Chalais-Meudon, donc à Meudon, dans les actuelles Hauts-de-Seine, sur un site qui est aujourd'hui occupé par l'ONERA, un site qui a servi pendant la guerre à des fins aéronautiques militaires. Et en 1921, on ouvre le véritable premier musée, musée de l'air, qui ouvre en 1921, donc à Meudon. On a, ça y est. Il s'intitule déjà, le musée de l'air ? Il s'appelle musée de l'air, oui, c'est les collections de l'aéronautique. Le nom musée de l'air apparaît assez rapidement. Et donc c'est un site qui est très intéressant, mais qui a l'inconvénient d'être pas très très grand. Et au début des années 30, il y a la création du ministère de l'air et on décide aussi d'édifier la Cité de l'air qui est à Paris, entre Ballard et Porte de Versailles, là où il y a l'actuel ministère des Armées. La base 117 Voilà, toutes ces bases, effectivement, maintenant c'est le Pentagone à la française. Tout le monde, il y a 9500 personnes là-bas à peu près. Donc on crée la Cité de l'air. Et on décide d'inclure un musée. Le musée de l'air, donc on dit, il va y avoir un musée de l'air. Dès qu'on l'ouvre en 1936, novembre 36, on l'ouvre au public. Donc l'entrée de cet endroit est toujours présente, le bâtiment est toujours présent. C'est aujourd'hui les services du ministère des Armées qui sont là-bas, notamment la tutelle du musée. Voilà, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère, elle est là-bas. En 1936, donc on ouvre ce site, mais qui a quand même un inconvénient, c'est qu'il n'est pas si grand que ça. Et en fait, on garde Chalais-Meudon, le site de Chalais-Meudon, comme réserve. D'accord. Boulevard Victor, c'était un endroit très intéressant, donc bel endroit, Boulevard Victor, près de la porte de Versailles.
majestueux, splendide, mais pas très grand. Pas assez grand. Et le conservateur de l'époque, Charles Dollfus, Ah bah oui. voilà, en fait, lui, dans le fond, il voudrait aller ailleurs. Il a d'autres idées, il pense même à envoyer le musée au niveau de ce qui n'existe plus, mais l'ancienne gare marchandise du Champ de Mars. Au pied de la Tour Eiffel, il y avait une gare marchandise, il y a un grand stade aujourd'hui, il y a un grand hôtel aussi qui est à côté. Il y avait une gare marchandise, et cette gare marchandise devait disparaître, et l'idée de Charles Dollfus, c'était, bon, on va aller là. Ça ne se fait pas, les choses, évidemment, entre ce qu'on souhaite faire et c'est toujours un peu différent. Ça serait trop facile. Et puis malheureusement, en 1939, il y a la guerre. Septembre 1939, malheureusement, de fait, le musée ferme. Le musée souffre parce qu'il y a des bombardements. Le site militaire Ballard est bombardé. Donc le bâtiment est endommagé, les dégâts sont assez conséquents. Mais heureusement, une grande partie des collections se trouvait encore à Chalais-Meudon. Certaines avaient été déplacées justement avec la crainte qu'il y ait un bombardement. Et d'autres collections avaient été envoyées en province, dans un château, en Indre-et-Loire, près d'Amboise. Donc malheureusement, les Allemands sont allés sur place. Donc il y a eu quelques objets qui ont été pillés, vendus. Voilà, une partie de la collection a été perdue pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, donc le bâtiment où se trouve le musée à Ballard, il est remis en état, sauf que le musée ne va pas rester boulevard Victor. Le ministère veut récupérer les locaux, ce qui fait qu'en fait le musée retourne à Chalais-Meudon. On remet tout à Chalais-Meudon. Au début des années 50, l'administration du musée et la documentation, les archives documentaires restent boulevard Victor, mais l'essentiel des collections donc retourne à Chalais-Meudon. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, le musée n'est pas ouvert au public. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Il n'est pas ouvert, c'est plus une réserve. C'est en très mauvais état. Ouais. Chalais-Meudon, on stocke des tas d'objets, c'est en très mauvais état. Et se pose la question, justement, à cette époque-là, de trouver un autre site. Et les années 50-60, ça va être le défilé des projets de où mettre le musée de l'air. Ça passe même à l'Assemblée nationale, des députés qui s'inquiètent du fait, la presse aussi, s'inquiète du fait qu'on a des collections, mais on a un musée qui est fermé. À la fin des années 50, il y a un nouveau conservateur, le colonel Rougevin-Baville, qui arrive à faire quelques menus travaux dans l'établissement, ce qui fait qu'on peut visiter Chalais-Meudon. Mais alors il faut aller voir le conservateur, dont les bureaux sont vers le Trocadéro, rue Cimarosa, dans le 16e arrondissement, près de l'Aéroclub de France qui est rue Galilée. Donc il faut aller demander l'autorisation. C'est faisable, mais c'est compliqué, c'est pour initier. C'est vraiment en petit comité. Et au début des années 60, quelques aménagements sont faits pour accueillir du public au quotidien. Voilà, donc il faut attendre le début des années 60 pour que ça ouvre à nouveau public. Pendant ce temps-là, tout est fait pour trouver un emplacement pérenne. Et surtout qu'il va y avoir de plus en plus d'avions. Exactement, il y avait des dons. Et oui. Donc le problème du musée, c'est que il stockait ces objets à Chalais-Meudon, mais aussi sur d'autres bases militaires. Il y avait des accords pour pouvoir stocker des collections ailleurs. Et donc il y a ces projets réguliers d'un nouveau musée, et il y a une structure qui apparaît en 1951, structure qui existe encore, qui est importante pour le musée, qui s'appelle l'Association des Amis du Musée de l'Air. Elle apparaît en 1951. La création, elle revient à des gens comme Henri Farman, Voisin, Albert Cacot, fameux Albert Cacot, qui est à l'origine du musée, il est toujours là, lui. Il y a M. Pothès aussi, il y a quand même des gens connus qui se réunissent et qui créent cette association. Et qui c'est le premier président? C'est Albert Cacot. Et leur idée, c'est de trouver un endroit. Donc ils font un peu ce qu'on dirait aujourd'hui du lobbying. Ils font du lobbying pour qu'on trouve un endroit. Donc cette association va aider le musée à trouver un endroit. Donc on étudie dans les années 50-60 un nombre incalculable d'endroits. Quand je dis incalculable, on sait, c'est une vingtaine. Mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même pas mal. Voilà, c'est pas mal d'endroits. Donc il y a eu des tas de projets. Alors on a failli être au Grand Palais. Ça aurait été bien le Grand Palais. Le problème, c'est que c'est beau, mais pour mettre des grands avions, c'est pas terrible. On aurait pu être aussi à la gare d'Orsay. La SNCF n'utilisait plus. La SNCF ne l'utilisait plus pour le trafic grande ligne. Donc il y a l'idée de la gare d'Orsay. Bon, c'est devenu plus tard. Giscard a décidé de faire le musée d'Orsay. Voilà, mais on aurait pu être là. On aurait pu être aussi au niveau de la Porte Maillot. Là, il y a le Palais des Congrès. Pas mal aussi. Donc là, c'est bien situé. C'est dans Paris, c'est bien. On aurait pu aussi être à la Défense, au niveau du CNIT. Oui, c'est vrai. Il y a eu même l'idée d'aller à Toulouse. Et dans les années 60, en 63, il y a l'idée qu'on aille à Orly, à l'aéroport de Paris, et tout à fait disposé à l'époque à accorder une partie du site pour le musée de l'air. Pratique, en plus pour se faire livrer des avions, c'est pratique. Bien sûr, oui. Mais à l'époque, finalement, on se dit c'est un peu loin de Paris, notamment pour tout ce qui est sortie scolaire, ça pose des difficultés. Alors on se dit à l'époque, tiens, on va le mettre au futur aéroport Paris-Nord. On pense en 64, 65 par là. On dit tiens, on va mettre le musée, pourquoi pas, à l'aéroport Paris-Nord, grand projet, qui donnera ensuite l'aéroport Charles de Gaulle. Mais à l'époque, on se dit c'est loin de Paris, puis en plus, cet aéroport, si on le fait, il va se faire très bien, mais c'est pas tout de suite. Donc ça décale encore l'ouverture du grand musée. Il y a eu ici les Moulineaux.
moulineaux qui est souvent revenu voilà, comme site potentiel. Et puis, à la fin des années 60, on progresse et il y a ce grand projet du Palais de l'air et de l'espace. Le palais. Le Palais de l'air et de l'espace, donc grand projet pour lequel, dans un premier temps, voilà, il y a des financements, il y a des concours d'architectes. Voilà. Pardonnez-moi, on parle déjà de l'espace. Eh oui, et de l'espace. Absolument, Palais de l'air et de l'espace. Ah oui. Très novateur. Ah oui, oui. Très très novateur. Oui. Et donc on est sur ce projet avec des architectes de renom, des architectes de bâtiments de France sélectionnés, formidables. Donc on a l'idée de faire un musée qui se serait situé entre le boulevard périphérique et les boulevards extérieurs, voire des Maréchaux, à Paris, donc sur côté 15e arrondissement. Donc ça se trouve en fait là où il y a l'actuel siège du groupe Safran, donc tout du côté de France Télévisions. Donc un projet qui a vraiment le vent en poupe à l'époque, il y a même une exposition à l'Hôtel de Ville de Paris, donc voilà, c'est un projet qui vraiment plaît beaucoup. Évidemment, comme d'habitude, les choses sont pas si simples, ce serait trop facile. Il y a un problème, c'est que ce projet est très coûteux. Et puis se pose aussi un autre problème qui n'est pas forcément mis en avant au départ, mais quand on lit un peu dans les archives, on voit que c'est un problème qui apparaît. On se dit, mais ce site est très beau, on imagine une aile delta pour accueillir les visiteurs, enfin, c'est vraiment futuriste comme truc, c'est en 2000, dans le mythe de l'an 2000 à l'époque. Le problème, c'est que ce n'est pas extensible. C'est très beau, mais c'est coincé entre les voies de la SNCF, l'actuelle RERC, vous avez la Seine, vous avez les boulevards extérieurs de Paris. On va pas raser le 15e arrondissement pour agrandir le musée. Ça, c'est pas possible. Paris, oui. Paris, c'est bien, parce que c'est bien situé. Le problème, c'est la place. Complètement. Et dès qu'on se retrouve avec la perspective de mettre des avions gigantesques, Paris, c'est pas adapté. Dans le fond, c'est pas adapté. Et donc, au début des années 70, évidemment, ça score, c'est vers 1972-73, on informe l'architecte qui avait été choisi, bah non, désolé, finalement, on va pas faire. Et c'est là qu'apparaît le plan B. Et ce sera le bon plan B. Et le plan B, c'est le plan Bourget. B comme Bourget. Ça tombe bien. Oui. Ça tombe bien, ça c'est cohérent. Le plan B, en fait, en 1973, en février 73, le ministre de la Défense de l'époque, M. Debré, dit bah voilà, on adopte le principe d'affecter une partie de l'aéroport du Bourget au futur musée de l'air. On ne parle pas de l'espace à cette époque, on parle de musée de l'air. Pourquoi le Bourget ? Il se trouve que début des années 70, l'aéroport du Bourget est toujours en activité, mais va intervenir en 74 l'ouverture de l'aéroport Charles de Gaulle. Oui. Et l'idée, c'est que le Bourget ne va pas disparaître totalement. Dans les années 60, on veut faire disparaître le Bourget. Dans les années 70, les choses évoluent parce qu'on pense déjà à l'aviation d'affaires. Oui, déjà. Qui est aujourd'hui le trafic essentiel de cet aéroport. Oui. Mais au début des années 70, on se dit, bah, de toute façon, il va y avoir de la place. L'activité régulière commerciale, type Orly-Roissy, ou comme on connaît aujourd'hui, elle va partir. Donc, quoi de mieux finalement de récupérer une partie de l'aéroport commercial et de l'affecter progressivement au fur et à mesure que l'activité commerciale va partir, on affecte comme ça des nouveaux bâtiments au musée de l'air, futur musée de l'air et de l'espace. Et en plus, ça paraît totalement cohérent vu que c'est un des hauts lieux de l'aviation. Ah oui, complètement. L'aviation commerciale, elle est née ici en 1919. Les grands raids que tout le monde connaît, Charles Lindbergh, la traversée de l'Atlantique, l'oiseau blanc, tout ça. Bien sûr. On est sur un site mythique de l'aviation qui en plus, et c'est une particularité, c'est un site donc, qui était créé pendant la Première Guerre mondiale, ouvert au trafic voyageur en 19. C'est quasiment le seul aéroport de cette époque toujours en activité. C'est vrai. Berlin, Tempelhof ou Lohn-Croydon ont disparu. Sont des souvenirs d'aéroports. Ici, c'est toujours en activité. Et donc, en 1973, le principe est adopté de transférer le musée qui est à Meudon, qui est complètement exigu, qui a des réserves qui ne sont pas du tout adaptées. L'idée, c'est que le musée donc, va arriver au Bourget. Et à partir de 73, donc, décision est prise et les choses avancent vite parce que le 19 octobre 73, dans le cadre de l'arrivée du musée, on a déjà un premier avion qui arrive, c'est le prototype du Concorde. Déjà. Le 19 octobre 73, après plusieurs années d'essai, il a volé en 69 la première fois à Toulouse, 2 mars 69. Il a été exposé aussi au meeting. Exactement, il était absolument. C'est-à-dire qu'en 69, il est présenté au Salon du Bourget. Voilà, qui est arrivé au Bourget en 51. Il a quitté le Grand Palais après la guerre pour arriver au Bourget parce que le Bourget, pour faire la démonstration aérienne, c'était quand même plus simple qu'au Grand Palais, qu'on en dise. Et puis ici, c'est plus grand que le Grand Palais. C'est le Grand Palais, c'est magnifique, mais c'est tout petit. Et donc, en 73, le Concorde arrive, il est cédé au futur musée de l'air. Et on a même dans les archives une photo d'André Turcat, le pilote du Concorde, qui remet les clés au général Lissarag, qui était le directeur de l'époque, qui remet les clés du Concorde. En octobre 73, on ouvre au public les premiers halls, le tout premier hall, c'est au Salon 75. Salon du Bourget 75, donc inauguration par Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. Donc 75 premier hall, deuxième hall 77, et puis tous les 2 ans, en fait, à chaque salon, au fur et à mesure que l'aviation commerciale commence à partir, on récupère des locaux. En 77, l'aviation, on va dire, commerciale internationale s'en va.
En mars 77, c'est le départ de l'aviation commerciale, donc pour aller notamment à Londres, pour aller dans les pays de l'Est, en Afrique. Il y avait encore beaucoup de trafic. Donc là, ça s'arrête en 77. Et en fait, il y a un tout petit trafic qui reste, parce qu'on dit souvent, le Bourget, on lit ça... Le Bourget en 77, c'est fini, il n'y a plus de trafic commercial. En fait, c'est pas exactement ça. C'est la fin du trafic commercial international. Mais ce qui va rester, et à cette époque-là, l'aéroport de Paris, dans la logique de maintenir ce trafic et pas de le faire disparaître, on garde l'aviation régionale. Et donc, il y avait des compagnies aériennes qui, en 77, restent ici, donc sont toujours dans l'aérogare. Hein. Là, il y a le musée aujourd'hui. Il y avait donc des compagnies comme Air Alpes, Air Alsace, Air Rouergue, voilà, qui sont là, et on peut aller à Belfort, on peut aller à Colmar, pour aller au Puy. Et le dernier vol, enfin le premier trimestre de 1981, ça s'arrête en mars 80, le premier trimestre, il ne reste ici qu'un seul aller-retour, c'est un Paris-Nuremberg, c'est le seul vol qui reste. Mais donc entre 77 et 81, il y a un maintien d'un trafic régional, France et France voisine, on va dire. Belgique notamment, même un peu l'Angleterre et Exeter. Et puis il y a ce vol qui ensuite va aller donc, sur les autres plateformes, qu'on connaît tous maintenant, Orly-Roissy, mais il y avait ce Paris-Nuremberg. Et donc en 1981, l'activité commerciale du Bourget s'arrête, mais l'activité d'aviation d'affaires, qui est née 20 ans auparavant, elle est née... Le Bourget est avant-gardiste. En fait, l'aviation d'affaires, c'est les années 60 en France, et en 61, il y a les premiers vols, c'est IBM qui est à l'origine de l'aviation d'affaires ici, en France, et notamment au Bourget. Donc l'aviation d'affaires, elle se maintient. Il y a toujours de la maintenance d'avions même. Il y a l'UTA qui est encore là à l'époque. Ensuite, c'est Air France qui récupérera ça. Mais le musée, donc, lui, petit à petit, il continue à s'agrandir. Et en 81, donc, le musée récupère l'aérogare historique, l'aérogare qui vient de fermer. De l'architecte de Georges Labro. C'est ça, donc le bâtiment est affecté au musée de l'air, qui n'est pas encore de l'espace, c'est musée de l'air. Mais le bâtiment est affecté au musée de l'air, et en 1987, les lieux, cet aérogare devient le musée. C'est-à-dire qu'on avait déjà ouvert à partir de 75 différents halls, notamment dans les anciennes installations de gare fret. Le musée a récupéré des installations qui servaient pour l'activité fret notamment. On a reconstruit certains halls, et puis donc au début des années 80 va apparaître le hall de l'espace. On a un planétarium qui apparaît en 85. En 83, on ouvre le hall de l'espace. Donc tout se fait petit à petit à partir de 75, régulièrement. Et c'est chaque salon du Bourget en fait qui est l'occasion d'inaugurer un nouveau hall. Et l'apothéose entre guillemets, ça va être l'aérogare Labro, donc qui servait pour les passagers jusqu'en 81. Aérogare qui date de 37. Ça sert pour les passagers jusqu'en 81. Et à ce moment-là, donc le musée prend possession. En tout cas, le visiteur du musée peut visiter, voir les collections du musée dans l'aérogare. Et puis après, donc il y a d'autres grandes arrivées, comme le Concorde numéro 2, on va dire. Le 1, c'est le prototype. Sierra Delta. Voilà, nous on a le 001, c'est le prototype, suite 69. Et puis il y a effectivement en juin 2003, quelques jours après la fin de l'activité commerciale du Concorde chez Air France, arrivée du Sierra Delta. Et à partir de là, voilà, on a un immense hall où on va héberger donc les deux Concorde. Et les deux sont visitables. On a un prototype et un avion de ligne. Et puis donc le musée, en fait, il y a aussi un élément intéressant, c'est qu'il y a des réserves, et le musée va récupérer à partir des années 80 des terrains militaires, parce que l'aéroport du Bourget est né à la base, c'est une activité militaire pour la Première Guerre mondiale, mais après la Première Guerre mondiale, il y a toujours une activité militaire qui reste. Dans les années 80, il y a la base 104, voilà, la base 104 qui est de l'autre côté de l'aéroport. Nous, on est côté, on va dire, zone commerciale, mais de l'autre côté, voilà, côté d'Uni, vers le centre-ville de Duny, il y a des terrains donc qui étaient militaires. Et en 1984, donc la base 104 s'en va et le musée récupère des terrains de la base 104 pour stocker notamment ses collections. Et en fait, le déménagement de Meudon notamment s'est fait dans le temps. C'est-à-dire que les dernières collections sont arrivées ici, je crois, en 1998 en fait. Donc le temps aussi d'avoir des espaces de stockage, parce que les avions, l'inconvénient c'est que c'est grand, c'est formidable mais que c'est grand. Donc ça s'est fait dans le temps. Il ne faut pas imaginer que le déménagement se fait en 75. Bon, voilà. Meudon ferme au public en 81. C'est-à-dire que entre 75 et 81, il y a deux musées. Il y a celui du Bourget et celui de Meudon. Et parfois les gens, ce que nous expliquent les anciens, les gens ne savaient pas trop où était quoi. Donc parfois les gens venaient à Meudon pensant trouver à l'avion, non, il est déjà parti au Bourget. Alors je viens ici, non, c'est encore à Meudon. Donc entre 75 et 81, le musée, il est sur deux sites, sans compter que l'administration du musée et la documentation ne sont pas, ne sont ni à Chalais-Meudon, ni au Bourget.
c'est boulevard Pereire, dans le 17e. Ah oui, en effet. Donc il y avait 3 sites. Hein. Donc quelqu'un qui, il y a parfois aussi des gens venaient boulevard Pereire, je viens voir le musée de l'air. Ah oui, mais là vous n'allez pas voir grand chose. Si vous voulez des archives, de la documentation, c'est ici. Si vous voulez voir les avions, c'est pas là. Il faut aller au Bourget ou à Chalais-Meudon. Donc à partir de 82, voilà, tout ce beau monde est réuni. On quitte en 82, on quitte boulevard Pereire, suite notamment au fait que le musée récupère l'aérogare historique de Georges Labro. Donc à partir du moment où on récupère l'aérogare historique, la documentation, l'administration, en 82, tout ça se retrouve au Bourget. Et puis en 81, voilà, donc fermeture de Meudon. Donc voilà, maintenant on a un musée. Mais pendant plusieurs années, on en avait 2. En plus, ce qui était particulier, c'est que le musée était sur un aéroport en activité commerciale régulière. C'est-à-dire des gens pouvaient très bien prendre l'avion ici, mais avant de prendre l'avion, vous êtes en 76, voilà, vous voulez prendre votre avion pour Londres, eh bien vous pouviez déjà voir un premier hall qui était ouvert ici. C'est assez étonnant. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a quelques musées dans le monde où il y a des aéroports à proximité, mais finalement c'est assez rare. Donc et le musée, ces dernières années, donc c'est beaucoup développé avec restructure. On a réhabilité l'aérogare Labro, la salle des 8 colonnes, ça avait été ouvert il y a quelques années. Et là donc grands travaux avec des halls aussi qui sont ceux des années 70, ceux de 75 sont fermés parce qu'ils sont vétustes et là ils vont être faits. Donc voilà, donc le musée va passer à une ère nouvelle, hein. C'est-à-dire que là il y a des investissements assez colossaux qui vont permettre de mieux exposer nos collections et surtout d'ouvrir au public des espaces qui aujourd'hui ne sont plus accessibles. Et l'accessibilité justement ça c'est essentiel. Voilà, de Paris et oui, au Bourget. Que le musée est donc situé sur l'aéroport du Bourget, qui est quand même un site mythique de l'aviation. C'est formidable d'être là. C'est un choix. Le choix de 73 était excellent. Oui, puis en plus on peut y arriver en avion aussi. On peut y arriver en avion. Pour des événements. C'est vrai, on peut livrer des avions. Bien sûr. Par exemple, les Concorde, ils sont arrivés comme ça. Bien sûr. Voilà, il y avait le Transal. Quelques semaines avant que je travaille ici, j'étais venu voir l'arrivée du Transal en août 2012. Voilà, l'A380, il est arrivé par les airs en février 2017. L'avantage ici, c'est qu'on peut se faire livrer des avions. C'est quand même luxe extraordinaire, se faire livrer des avions pour un musée d'aéronautique. Bon, mais cette possibilité existe et si on veut faire des événements, on l'avait fait avec Air France pour la fin des 747, on avait fait un événement, on avait pu faire venir un 747 ici même et les visiteurs étaient venus en masse, allaient même en zone réservée, il y a un accord qui avait été trouvé pour que les visiteurs puissent aller en zone réservée, voir l'avion, même sous l'avion, les gens pouvaient être sous l'avion, regarder comment ça fonctionnait. C'est une chance extraordinaire, c'est pas tous les jours, c'est complexe comme organisation, mais on a cette possibilité-là. Donc ce site effectivement, il est formidable, mais ce qui nous est souvent reproché, c'est loin de Paris, c'est compliqué, il faut prendre un bus avec 3 chiffres, ou alors c'est pas accessible. Pour beaucoup de gens, c'est trop compliqué. En fait, on n'est qu'à 6 km de la porte de la Villette. C'est pas si énorme que ça. Mais c'est vrai que la gare du Bourget, la gare RER du Bourget, elle a 1 km. Oui. Alors évidemment, pour beaucoup de gens, l'accès est compliqué. On voit pour le salon du Bourget, toutes ces navettes bus depuis la gare du Bourget. C'est quand même une logistique qui est énorme. On voit que les gens veulent venir. C'est évidemment pour un établissement comme le musée, le fait de ne pas avoir un transport en commun puissant à ses pieds, en bas de chez lui, évidemment, c'est un handicap. Après, le métro ne suffit pas. On va avoir le métro, mais c'est pas un métro qui suffit. Il faut avoir un beau musée. On a la chance d'avoir un musée qui est beau, qui va de plus en plus beau. Il y a vraiment beaucoup d'investissements, de réflexions en cours. Vraiment, c'est un peu la 3e ère du musée là. Hein. Il y a eu Meudon, il y a eu Boulevard Victor. C'est-à-dire qu'il y a Bourget 1 et puis il y a Bourget 2 à la limite. Hein. Voilà, c'est presque la 4e ère. Le Grand Bourget. Oui, c'est ça. On passe on va être un musée du Grand Paris. Oui. Ce qui change tout, c'est que le Bourget va être intégré au Grand Paris avec le Grand Paris Express, le métro. La ligne 17, dont les travaux ont commencé. Donc en fait, le métro va venir au pied du musée. C'est au pied du musée, au niveau de l'esplanade de l'air et de l'espace, donc qui est l'esplanade qui est située devant l'aérogare Labro. Oui. La gare Bourget Aéroport, on verra comment elle s'appellera. Bourget Aéroport, c'est un peu un nom de code. On espère qu'elle s'appellera Musée de l'air et de l'espace. En tout cas, effectivement, le métro va arriver au pied du musée. Et ça, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'on sera à peu près 21 minutes avec un changement de la gare Saint-Lazare. En quelle année ça ? Alors si tout va bien, parce que les travaux sont lancés, si tout va bien, l'objectif de la Société du Grand Paris et de l'État, c'est que ça ouvre pour les JO. Parce qu'il y aura quelque chose d'important ici, pendant les Jeux Olympiques, il y aura le village média, qui sera à côté du musée, au niveau du parc des expositions. On aura 20 000 journalistes. Alors, ce serait bien que le métro soit prêt. Donc, tout est fait pour. Après, ce sont des chantiers colossaux. Hein. Là, le chantier a commencé l'année dernière sur la déviation des réseaux, électricité, eau potable, tout ce que vous voulez, c'est du préparatoire. Et là, cet été, on commence à construire la gare. Donc là, on est sur un chantier formidable, parce que le musée va devenir un musée du Grand Paris. Et on ne pourra plus nous dire, vous êtes loin de Paris.
Alors le métro, il va aller donc à Saint-Denis-Pleyel, où sera une grande station de correspondance avec la ligne 14 du métro qui sera prolongée là-bas. Donc on sera vraiment connecté à la ligne 14 en quelques minutes. Et puis à un horizon plus lointain, le métro il va aller à Roissy. Ah oui, alors c'est formidable parce que vous avez des gens qui sont en transit. Vous arrivez, par exemple, je sais pas moi, vous arrivez de New York, vous êtes en correspondance, vous allez pourquoi pas à Berlin, et vous avez 4 ou 5 heures à passer. C'est trop court pour aller à Paris, ça. 4 à 5 heures, vous allez être ennuyé. Une fois que vous êtes à Paris, vous devez revenir parce que l'aérien, faut quand même, voilà, ça nécessite un peu de rigidité quand même, un peu de contrainte. Mais là, en quelques minutes, on sera à peu près 12 minutes en métro de l'aéroport Charles de Gaulle. Quelqu'un qui est en transit ici, c'est pour 2030. Mais il faut voir loin. Il faut voir loin. Le musée de demain, 2030, c'est vrai que ça paraît un peu loin pour beaucoup, mais une dizaine d'années, en fait, c'est rien. On peut imaginer que des voyageurs en transit à Charles de Gaulle, vous avez 3-4 heures à passer à Charles de Gaulle, vous venez nous voir. Donc on aura la chance aussi d'être à proximité immédiate en métro de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc on sera près de Paris, près de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc on aura une facilité d'accès qui a toujours été le problème. Quand le musée est à Chalais-Meudon, on voit le conservateur de l'époque, le directeur de l'époque, le colonel Rougevin-Baville, qui dit « Nous sommes éloignés de Paris, mais bientôt nous irons à Issy-les-Moulineaux ». Bon, finalement, ça ne s'est pas fait à Issy-les-Moulineaux, ça s'est fait au Bourget. Mais cette question de l'accessibilité, le général Lissarac, c'est pareil. Quand on écoute aussi dans les archives radiophoniques sur France Inter, il intervenait souvent. Il dit, voilà, le musée, on est un peu loin de Paris. Alors, il parle du bus 350, qui est toujours là. Bon, c'est toujours les mêmes problèmes qui se posent depuis Mathusalem. L'arrivée du métro, c'est depuis les années 30 qu'on l'évoque ici. Voilà, il y avait Air Union qui était présent ici, un ancêtre d'Air France. Il y avait un des pilotes d'Air Union qui avait milité quand l'aéroport était menacé de fermeture dans les années 20 et 30. Il y a eu des menaces de fermeture ici, pour des projets d'urbanisme. Il disait il faut faire venir la ligne 7 du chemin de fer métropolitain de la porte de la Villette au port aérien du Bourget, 1930. Oui, en effet. Et régulièrement, dans les 50-60, il y a eu ces grands projets. Il faut faire venir le métro, la ligne 7, toujours la ligne 7. Et c'est pas la ligne 7 finalement qui sera venue, c'est la ligne 17. Voilà, donc c'est l'avenir de ce musée. On aura un musée qui sera de plus en plus beau. L'entrée, où sera-t-elle ? À l'entrée, elle va évoluer. L'entrée, elle va aller dans la salle des 8 colonnes, au centre de l'aérogare historique. Parce que pour ceux qui connaissent actuellement, l'entrée est sous les Fougas magistères. Absolument. Et cette entrée-là, elle date du début des années 80. Oui. Avant, en 75, on était sur l'actuelle entrée de service un peu technique du musée, qu'on appelle la porte marquise. Un terme un peu précieux, mais voilà, on appelle la porte marquise. Et au début des années 80, en 82 à peu près, l'accueil s'est retrouvé là où nous sommes aujourd'hui. Et à la fin de l'année 2019, effectivement, les visiteurs du musée y rentreront là où les voyageurs rentraient. Donc on rentrera par la salle des 8 colonnes, donc le hall principal de l'aéroport du Bourget. Voilà, jusqu'en 1981, les voyageurs passaient par là. La salle des 8 colonnes. C'est la salle des 8 colonnes, c'est 8 colonnes en fait. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle 8 colonnes. À l'Assemblée, il y a une autre salle avec des colonnes. Oui. Mais voilà, nous on a la salle des 8 colonnes. Elle a été entièrement restaurée il y a quelques années. Là, on a restauré les 2 ailes en fait, l'aile sud, l'aile nord. Le centre a déjà été restauré il y a déjà plusieurs années. Et donc l'entrée se fera effectivement par là. Donc, il y aura déjà des avions, déjà dès l'entrée. Alors il y aura, oui, vous verrez bien, effectivement, dans la salle des 8 colonnes, il y aura de belles choses. Il y aura, à une certaine époque, il y avait beaucoup plus d'avions, mais là, l'idée, c'est quand même de montrer cet espace qui soit un peu plus dégagé. Oui. Et on l'a restauré au maximum dans l'état des années 30. Oui. C'est ça, l'aérogare va retrouver, alors c'est pas identique à 37, c'est pas possible, et puis ce serait peut-être pas souhaitable, mais en tout cas, l'aérogare va retrouver cette dimension d'aéroport. Dans les années 80, l'architecte de l'époque, l'aérogare est devenu musée, en fait, le côté aérogare avait été un peu masqué. Et là, finalement, on va retrouver les volumes qui avaient été souhaités par Georges Labro. Donc, en 1937, quand il a inauguré ce bâtiment qui avait été malencontreusement, en grande partie, ravagé par la guerre, il était bombardé. Après la guerre, on a reconstruit à l'identique. On avait reconstruit à l'identique l'aérogare. Bon, il en a profité pour faire quelques modifications pour améliorer les lieux. Mais voilà, 1937, construction. La guerre, bombardement, après la guerre on reconstruit. Et maintenant donc à la fin de cette année, les visiteurs du musée seront un peu comme des voyageurs. Voilà, au lieu de prendre l'avion, ils ne prendront pas l'avion mais ils pourront s'évader, s'envoler avec nous en découvrant toutes nos collections. Là qu'est-ce qu'il va y avoir? Certainement des événements, un grand événement?
pour les 100 ans de... Alors, il y a des grands événements en préparation. Oui, je ne peux pas tout vous dire. Hein, non, pas tout nous dire, sinon... Non, en tout cas, on aura un bel événement à la rentrée de septembre avec le Carrefour de l'Air, un magnifique meeting fin septembre. Magnifique meeting pour fêter le centenaire de notre beau musée. On inaugurera donc en décembre la grande galerie, l'aérogare historique. Donc 100 ans quasi jour pour jour après la présentation des premiers objets, les premières collections. Donc c'était au Grand Palais, donc en décembre 1919 et donc en décembre 2019. Donc voilà, 100 ans après, on va donc proposer aux visiteurs, aux voyageurs, parce qu'on voyage quand même quand on vient ici. Ah oui. On voyage. Proposera donc voilà, une scénographie qui est totalement repensée. Hein. C'est pas uniquement on fait des travaux et on rouvre comme c'était avant. C'est totalement repensé. On va garder la surprise. Vous nous laissez la surprise. Ah oui, c'est très très beau. Voilà, la scénographie est en train d'être mise en place. Voilà, c'est magnifique. On aura la chance effectivement d'avoir au sein en plus d'un bâtiment qui est un des rares vestiges de l'aéronautique de l'avant-seconde guerre mondiale, il n'y a plus grand-chose en fait. Dans les grands bâtiments aéroportuaires, il n'y a plus grand-chose au niveau mondial. On aura effectivement la chance de pouvoir découvrir nos belles collections. Il y a d'autres grands lieux de l'aéronautique comme Berlin-Tempelhof par exemple, le bâtiment existe encore, mais ce n'est pas un musée, hein, ça sert à d'autres usages. Mais nous, on a cette chance d'être sur un lieu qui est toujours en activité. Oui, c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable, c'est que quand on vient ici, les enfants qui viennent ici sont toujours fascinés, parce que beaucoup, alors ils ont 7-8 ans, ils vont voir le Concorde. C'est fou parce qu'ils sont très jeunes, ils connaissent. Hein. Donc Concorde, ça reste un mythe. Parce qu'il n'y a peut-être pas eu de successeur, c'est aussi pour ça. Mais beaucoup de gens sont fascinés ici parce qu'ils voient l'activité d'aviation d'affaires. Les enfants, on voit, ils regardent. On a cette chance d'avoir un aéroport qui vit. Là, et on a refait les terrasses de l'aérogare, ce qui fait que les visiteurs pourront à terme aussi voir la tour de contrôle. Il y aura une vue sur l'activité de l'aéroport, c'est formidable. On est sur un aéroport, un des plus anciens aéroports du monde, toujours en activité, dans le plus ancien musée aéronautique du monde, en fait c'est nous. C'est ce que j'allais vous dire. C'est nous en fait, hein, c'était pas ici au départ, c'est à Meudon. Mais voilà, le musée il est assez avant-gardiste, hein, c'est le premier dans son domaine. L'aéroport du Bourget, c'est un des plus anciens du monde, toujours en activité. L'aviation commerciale internationale, elle est née ici, hein, 19 avec les vols pour Londres, pour Bruxelles, voilà. Donc on est sur un lieu assez hors norme, et puis il y a cette activité d'aviation d'affaires, et ce que le public sait assez peu, et c'est normal qu'on le sache assez peu parce que c'est pas une information très évidente, c'est le premier aéroport d'aviation d'affaires en Europe. C'est-à-dire que c'est ici, sur la plateforme du Bourget, que vous avez la plus grande concentration de trafic d'aviation d'affaires en Europe. Donc voilà, on est sur un lieu assez étonnant, il y a 55 000 mouvements d'avions par an, parfois vous avez entre 120 et 150 mouvements en moyenne par jour. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est un aéroport qui n'arrête pas et vous avez même 3 pistes ici. Pour beaucoup de gens, le Bourget, c'est un aéroport pour les VIP, ou alors ça sert jamais, c'est pour le président de la République, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, ou alors c'est pour les joueurs de foot quand ils reviennent, quand ils ont gagné. Mais en fait, c'est pas du tout ça en fait. C'est surtout un aéroport pour des gens qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'aller vite quelque part. Et vous avez donc un trafic qui est extrêmement important sur cet aéroport. Qui fait 550 hectares quand même. Ah oui, quand même. Et on a 3 pistes et la plus grande fait 3 km. Donc cet aéroport peut accueillir tous les avions civils et militaires, ce qui est formidable pour le salon du Bourget. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, Depuis 1924, c'est tous les 2 ans. Avant, c'était tous les ans. Et c'était au Grand Palais. Mais oui, on voit cette activité durant ce salon, elle est possible parce que cet aéroport il est international et on a une piste de 3 km. Vous avez énormément d'aéroports en France qui ne sont pas du tout équipés comme ça. Alors on peut dire que c'est un musée vivant ? C'est un musée vivant, absolument. Déjà, on reçoit des appareils récents, 380, qui sera bientôt ouvert à la visite. Et on continue à enrichir les collections. Le musée, il a à peu près, je crois, 38 000 objets. Oh là là. Mais les avions, ça représente quasi rien, en fait. C'est à peu près 400. Mais l'entretien aussi. L'entretien des avions, les avions ne sont pas faits pour voler. On ne les entretient pas pour voler. Ça, c'est important. C'est une question qui est souvent posée par et notamment les Concorde. Les Concorde, ça ne peut plus voler. C'est fini. Les avions, ici, ils sont des objets de collection. C'est le patrimoine national. Ils ne volent plus. Voilà. Parce que les faire voler, si on les faisait voler, imaginons, on les entretient pour ça, c'est un risque. Il y a un risque d'accident. Bien sûr. Donc ils sont là, on les préserve, mais effectivement, ils ne volent pas. Mais on continue à enrichir les collections et on expose finalement assez peu de choses. Alors pour beaucoup de gens, il y a le Concorde. Le Concorde, c'est quelques objets finalement. C'est 2 grands objets sur plus de 38 000. Et on a aussi 500 000 photos, on a aussi une bibliothèque qui fait à peu près 50 000 ouvrages. Donc on a 20 000 dossiers documentaires et tout ça a été possible parce que nous avons été créés en 1919. Et c'est l'héritage de 1919.
tout ce qu'on a, notamment le fonds documentaire, tous les objets, c'est possible parce que depuis 1919, il y a eu ce musée, cette volonté de préservation, tous ces objets. On a déménagé de temps en temps, mais en tout cas, voilà, on a une collection, mais que finalement, on ne peut pas tant voir que ça, vu qu'on n'expose que quelques pourcents, comme la plupart des grands musées. Oui, toujours. On expose très très peu de choses. Mais on a un potentiel énorme en tout cas. Voilà, et vous faites des événements selon... Absolument, on fait des expos temporaires. Voilà, Beaucoup d'expos temporaires sont prévus sur les prochaines années. Là, vous ressortez justement les éléments. Donc en tout cas, voilà, là, le musée de demain se construit petit à petit. C'est vrai qu'il y a le métro qui va arriver, le musée qui va continuer à se développer, à s'agrandir d'une certaine manière. On va rouvrir des halls qui sont fermés depuis quelques années parce que vétustes. Voilà, mais le musée va continuer sa grande aventure. Donc voilà, donc on a son temps, on a un musée qui est extraordinaire, il est hors norme, sur un site hors norme, au niveau mondial. Alors on se donne rendez-vous en décembre ? En décembre, dans un siècle c'est peut-être un peu loin, mais déjà en décembre, pour l'inauguration de grande galerie, une nouvelle scénographie, bâtiment entièrement, le futur musée du Grand Paris, avec ce beau métro, là on voit le chantier, ça avance, si vous passez dans le secteur vous verrez que voilà, on a un beau chantier, mais c'est vrai qu'un chantier c'est toujours un peu pénalisant, mais quelle chance. Oui. Quelle chance d'avoir quand même ce magnifique métro du Grand Paris. C'est le plus grand chantier urbain d'Europe, d'ailleurs actuellement, le Grand Paris Express. Voilà, on est le plus important aéroport d'aviation d'affaires en Europe, le numéro 1, puis on a quand même en face de chez nous le plus grand chantier urbain d'Europe. Donc on est quand même à l'avant-garde, c'est formidable. Tout est formidable et vous êtes formidable, en tout cas vous nous avez guidés là complètement. Nous vous remercions infiniment, monsieur Jean-Emmanuel Terrier, historien du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Merci à vous en tout cas et à très bientôt. À très bientôt. IDFM 98 Radio Anguin remercie une nouvelle fois le Musée de l'Air et de l'Espace, ainsi que monsieur Jean-Emmanuel Terrier, historien du Musée de l'Air. Nous vous disons à très bientôt, restez sur l'antenne.